Bonjour à tous, donc moi je suis Clio Zakala, ça fait 18 ans que j'ai créé la ASBL Wallonie Design. C'est une ASBL qui est financée par la Wallonie et par les fonds européens. Donc les services qu'on vous propose, on a la chance de pouvoir les proposer gratuitement pour vous qui êtes des entrepreneurs. C'est peut-être un point important à vous signaler aujourd'hui. Merci à Bio Wallonie, à la PAC W d'avoir pensé à nous faire intervenir. On sait que dans vos métiers, vous avez, et Marion vient encore de le démontrer, beaucoup de choses à maîtriser. On va venir vous parler du métier de designer. C'est un métier pour lequel on a une formation. Enfin, moi, je suis pas designer, j'ai fait HEC, mais des designers ont une formation pour répondre à vos besoins. Et on est vraiment là pour vous inviter à travailler avec des professionnels justement pour faire la différence. Et on sait que vous avez beaucoup de choses à maîtriser dans votre métier, donc appuyez-vous sur des réseaux de professionnels. Il y a énormément de très bons designers sur le territoire. Mon collègue Richard, qui prendra la parole après moi, pourra aussi vous montrer plein d'exemples, différentes aides et nos services. On a invité Luc Van Den Steen de l'agence Ex Nihilo, qui est un graphiste assez... qui a fait plein de boulot. En fait, vous allez reconnaître pas mal de choses, de produits que vous connaissez dans le secteur notamment agroalimentaire. Et Mathieu Pire qui vient témoigner, lui, comme client d'un designer et comme producteur, on va dire. J'ai un but aujourd'hui, c'est que vous ressortiez de cette conférence en ayant compris que vous allez faire un produit de qualité, vous allez défendre vos valeurs et que le design et l'étiquetage vont porter ces valeurs et vont logiquement vous permettre de mieux développer votre entreprise. Je vais signaler la présence ici de Valérie Cavillot. Valérie, elle travaille chez Capinov et ses services sont adressés à toutes les entreprises de Wallonie. C'est une experte en innovation dans le secteur agroalimentaire et comme Wallonie Design, ces services sont là pour vous soutenir et sont également financés grâce à différents fonds. Donc, faites appel à elle. Elle va se manifester, elle est au premier rang. N'hésitez pas, si vous êtes sur des projets, elle aussi pourra vous soutenir par rapport aux différentes certifications et différents processus d'innovation. Je vais vous répéter des choses que vous savez peut-être, mais c'est vraiment le truc, c'est enfoncer le clou et que vous ayez vraiment retenu certaines informations. Donc, le packaging, ça reste le support qui rentre le plus dans les foyers. Donc, avoir une attention sur son packaging, parce que des fois, on voit pas le produit, il est tout entièrement emballé, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a des études qui démontrent que quand vous êtes dans un magasin, c'est 3 secondes le temps qui déclenche l'achat. Donc, faire la différence, ça se passe notamment par le design et par un bon étiquetage de vos produits, c'est assez important. Et il y a beaucoup de marques, de retailers qui évidemment misent beaucoup sur le packaging. Le packaging, il a énormément de fonctions. Transporter, conserver, c'est un vecteur de communication important et donc c'est un support qu'il ne faut pas oublier, mettre de côté. On a pu, grâce finalement à cette présentation, nous a dit qu'il fallait vraiment essayer d'être dans le concret. On est allé interviewer, Richard vous en parlera, la gérante d'un magasin qui s'appelle Blé en Herbe et un des responsables de chez Albinette, qui est aussi un magasin qui vend beaucoup de bio. Et on se rend compte que les emballages qui cassent, les emballages qui ne sont pas représentants de toutes les valeurs et des qualités de votre produit, ce sont des emballages plus difficiles pour eux à vendre et à mettre en avant. Donc, dans le packaging, on distingue vraiment 2 approches. L'emballage, on va parler de la forme. C'est pas ce sur quoi porte notre présentation aujourd'hui. On va parler aussi de l'étiquetage et donc du message qui est repris sur votre étiquette et qui va finalement permettre de créer une identité, une reconnaissance de votre produit, de votre univers, de votre gamme, une attractivité et de rendre lisibles différentes informations. Alors, comment collaborer avec un designer pour votre packaging, votre étiquette, votre logo? Donc, souvent,
Les personnes qu'on rencontre depuis 18 ans déjà, mais donc ça va être dans le secteur du design industriel, du design d'interface, du design d'espace, l'espace dans lequel vous travaillez, l'espace dans lequel vous recevez vos clients, mais aussi le design packaging et le design identité. Les personnes ne savent pas qu'en fait designer c'est un métier. Donc ce sont des cursus qui peuvent varier de 4 années à 5 années de travail, puis pas mal d'expérience évidemment pour être plus compétitif. Et le designer, il a cette spécificité d'être à la croisée entre la viabilité d'un produit, parce qu'il va faire en sorte que votre projet soit viable, il va contribuer à ça. La faisabilité technique, est-ce que ce qu'il va vous proposer, que ce soit un étiquetage ou un produit industriel, va être techniquement faisable, réalisable. La circularité, on en parle aussi, finalement, ce que vous allez proposer va s'inscrire dans un environnement défini, il va falloir le faire avec des ressources définies. Donc tout ça, le designer doit en prendre compte aussi. Et il fait fort attention à la désirabilité. Ce que Mathieu Pire aime n'est peut-être pas ce que moi j'aime. Donc là, la désirabilité d'un produit, c'est vraiment très très important. Ça va dépendre de votre secteur client, de votre public. Est-ce que vous adressez à des enfants? Est-ce que vous vous adressez à des personnes qui ont un régime alimentaire particulier, etc. Donc le designer, il a cette logique vraiment de rendre des produits attrayants. Il a la mission de les rendre faciles à utiliser. Tout ça dans une identité cohérente. Alors c'est pas uniquement développer le même logo sur tous vos produits, c'est aussi une identité par rapport à vos valeurs, à ce que vous souhaitez véhiculer, et tout ça sur le plan performant au niveau du business. Le travail du designer, en fait, c'est une prestation intellectuelle. Donc, c'est pas facile pour des entrepreneurs d'acheter une prestation de designer. Il faut savoir que c'est une prestation qui va être faite sur mesure, parce que vous allez être partie prenante du travail que le designer va réaliser. Vous savez pas exactement ce à quoi vous allez vous attendre. Donc, si vous demandez un crépi gris pour votre maison, vous savez logiquement que vous allez avoir un crépi gris pour votre maison. Si vous demandez une identité visuelle, un logo, vous savez pas exactement ce que va donner ce logo. Donc, il faut accepter qu'il y a une part de mystère. Mais vous allez devoir absolument intervenir pour guider le designer, pour faire en sorte qu'il réponde finalement aux besoins que vous allez pouvoir dessiner avec lui. Le producteur bio, donc, doit être partie prenante de la démarche de conception. Et en fait, vous qui êtes dans la salle, que vous soyez transformateur ou distributeur ou agriculteur, vous avez pas mal de missions à mener, mais qui sont pas si lourdes que ça, faut pas se tracasser non plus. Vous allez être à la fois le définisseur, le sélectionneur, le pilote, l'accompagnateur et l'évaluateur. Donc ça, ce sont toutes des missions que vous allez devoir mener avec l'agence de design, et il faut être prêt à s'investir, à créer une relation de confiance. C'est pas toujours simple, mais nous, depuis 18 ans, on voit vraiment les effets bénéfiques des collaborations avec des designers. Donc, en effet, il y a une part d'émotionnel dans les collaborations avec les designers, une part de subjectivité. Il y a des affinités. C'est peut-être le moment pour moi de peut-être déjà demander un premier retour à Mathieu Pire, qui va vous dire quelques mots, s'il veut bien, de sa collaboration avec Luc Van Den Steen par rapport à ce que je viens de dire. Le principe, c'est en effet d'avoir un agriculteur, producteur, qui collabore avec un designer. On vient de se rencontrer aujourd'hui, et j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal avec son designer, mais je ne sais pas comment vous vous êtes trouvés. Qu'est-ce qui a fait un petit peu la différence par rapport à tout ça? Je sais pas si je vais te donner le micro. Ouais. Donc Luc, je l'ai connu par bouche à oreille. Donc quand on dit mise en concurrence, en fait ça c'est la première chose que je n'ai pas fait. Il n'est pas passé chez Wallonie Design. De mettre en concurrence, et j'en suis plutôt heureux. Enfin, je préfère
entendre du bien de quelqu'un, surtout si c'est plusieurs personnes qui me le disent. Et finalement, la concurrence joue aussi sur la qualité du produit fini qu'on aura. Et comme le disait Clio, c'est vraiment une relation de confiance. Et donc, à partir du moment où des gens de confiance font confiance à quelqu'un, j'aurais tendance à lui faire confiance aussi. Et c'est comme ça que ça a été mon critère de choix principal, en fait. Pas tellement le prix, etc. Après, c'est vrai qu'au moment de signer, on va dire, il y a quand même un sacré saut dans le vide. Nous, on avait déjà un logo. Maintenant, je pourrais dire que je ne l'aimais pas. À l'époque, j'avais plutôt du mal à abandonner mon logo. Donc, on s'appelle La Ferme de la Tortue. Donc, le logo représente une tortue. Et les premiers jets qu'on a eus étaient, pour ma part, insatisfaisants parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui changeait vraiment. Ça restait une tortue, quoi. Donc, et finalement, ça a été tout un processus et une relation de confiance qui s'est créée avec lui, qui a permis d'aboutir à ce logo et à un résultat qui me convient personnellement aussi, finalement, quoi. Je suis vraiment content d'avoir fait appel. Et est-ce que les clients ont adhéré, ils ont observé, ils n'ont pas vu, ça fait juste plaisir aux producteurs ou ça fait plaisir aux clients aussi? Je pense que ça va faire plaisir aux clients. Donc j'ai fait appel à Luc parce que j'avais pas le temps aussi. Donc c'est ça un de mes gros problèmes. On a commencé avec des légumes, on a fait des œufs, des poulets, un verger, et donc tout à petite échelle, mais c'est tout très chronophage. Et actuellement, je sous-exploite très fort mon logo. Donc, mais bon, voilà, c'est un processus aussi qui se met en place. Et donc, on l'exploite de temps en temps. On a eu des retours positifs. Il est sur ma camionnette. Il est de plus en plus présent. On est en train de refaire notre site web avec l'expertise de Luc aussi qui va, maintenant du coup, qui a cette relation de confiance. J'ai tendance à non seulement partir de mes désirs, mais aussi de son point de vue de professionnel qui va dire ça, ce serait mieux comme ça ou ça, peut-être pas. Et à déléguer une partie de ce travail de conception graphique parce que finalement c'est pas tellement à moi que ça doit plaire mais aussi aux gens qui le regardent et ça doit leur parler, quoi. Et au niveau du coût, comment est-ce que ça se digère bien ou ça reste un investissement important? C'est un investissement important et je dirais que ça se digère mieux une fois qu'on a le produit fini. Quand on voit le devis, on dit bon, allez, on y va. Et puis finalement, quand on a le produit fini, qu'on sait qu'on va pouvoir avoir du matériel pour communiquer. Et moi, je parlerai plus tard de mes besoins, peut-être. D'accord. Mais donc, quand on a le produit fini, ça se digère nettement mieux. C'est une très bonne transition pour mon slide suivant. Donc c'est parfait. Merci. Ah non, c'est même pas celui-là. Ça va aller. Donc le slide suivant, après celui-ci, on parlera un petit peu argent, mais je laisserai la parole à mon collègue Richard Lecomte. Donc ce qui est vraiment important, et c'est là-dessus que Wallonie Design peut aussi vous accompagner, c'est vraiment vous aider à définir votre briefing. Donc c'est à la fois savoir qui vous aide, et c'est de savoir où vous voulez aller. C'est assez important aussi, savoir, parce que le designer, il va se projeter, il va chercher à anticiper les usages, les besoins, il va prendre compte d'une possible norme qui va bientôt sortir, et comme ça, vous n'allez pas devoir tout refaire dans quelques mois ou quelques années. Vous devez lui exposer ce qui doit changer, si vous avez déjà une identité, si c'est vous qui l'avez faite, si c'est votre nièce, si vous avez repris une entreprise et que vous voulez marquer justement ce passage de relais, ou si vous reprenez l'entreprise familiale, etc. Et penser à la stratégie. Alors chez Wallonie Design, on va vous aider à faire le premier travail, on va pouvoir dégrossir ça avec vous. On va pouvoir vous proposer plusieurs designers pour les mettre en concurrence, mais vous êtes évidemment pas obligé, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. On invite quand même souvent à comparer les prix, à comparer les approches et à vérifier qu'on a une relation humaine. C'est quand même très très important. On a des designers excellents, mais le contact ne passe pas bien avec une entreprise, mais il passe très bien avec une autre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et il y a des très bons designers en Wallonie avec lesquels vous pouvez collaborer. Et puis, on va pouvoir vous aider à analyser les devis, vous aider à re-questionner, dire ça, c'est pas clair, il faudrait peut-être cette précision, etc. Et tout ça, c'est mon collègue Richard, à qui je vais passer la parole maintenant, qui va pouvoir prendre la suite de la présentation et qui répondra notamment à ces diverses questions.
je serai là par la suite pour intervenir, mais c'est le but qui a fait... Oui, et pour le speed meeting aussi, évidemment. Et donc voilà, je vais passer la parole à Richard sur cette question d'argent. Moi, je suis la directrice de Wallonie Design. L'argent, j'en parle tous les jours pour chercher aussi des sous. Et donc là, je lui laisse un petit peu la parole là-dessus. Merci. C'est plus facile pour moi, je vais avoir beaucoup d'exemples, beaucoup d'images. Hein. Mais ça, c'est une des questions qui revient très souvent, mais combien ça va coûter? Alors, on n'a pas une réponse précise, donc on a quand même essayé de mettre des chiffres parce qu'on essaye d'être pragmatique aujourd'hui. 500 à 5000 euros, si c'est votre cousin qui est étudiant, peut-être que pour 500 euros, vous pouvez vous en sortir, vous aurez un travail d'étudiant. 5000 euros, ça dépend. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a pour 5000 euros? Il y a plein de critères, ça dépend ce que vous allez apporter, ça dépend ce que vous allez demander. Si vous demandez au designer d'aller faire une étude de marché, de faire un benchmark, d'aller en magasin, de questionner tous vos clients, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher. Si vous pouvez faire tout ça et apporter un maximum d'infos, le designer, lui, il n'a plus qu'à traduire. Donc, 500, 5000 euros, on va dire que ça dépend aussi si là, aujourd'hui, on parle de l'étiquette. Mais généralement, on ne refait pas que l'étiquette, on fait plein d'autres choses en même temps. Et donc, du coup, je me suis amusé à faire un petit cas pratique qui vaut ce qu'il vaut. Hein. La seule chose qui est vérifiée et vérifiable, c'est que le pot de confiture, il est à 4,70. En tout cas, il y a 15 jours, il était bien à 4,70. Donc, je suis parti d'un prix qui est de frais de design étiquette, pas toute l'identité globale d'une entreprise, c'est pas dans ces tarifs-là. Pour 2500 euros de frais, pour refaire une étiquette et quelques autres choses autour, éventuellement retoucher un logo, mais voilà, on ne part pas de zéro. Pour une entreprise qui vend son pot de confiture 4,70 enfin, en magasin, c'est chez Petit Producteur, moi d'ailleurs on voit l'étiquette. J'ai mis un coût de revient d'à peu près 3 euros. Quelqu'un qui vend plus ou moins 30 produits par jour, s'il a, je sais pas moi, 10-15 magasins en Wallonie, ça nous paraît être quelque chose d'encore assez facile à atteindre. 10 000 étiquettes par an, mine de rien. Sur 10 ans, parce que le logo, vous n'allez pas le refaire tous les ans, évidemment, hein, ça fait 100 000 étiquettes. Ça vous fait une étiquette en termes d'investissement en design de 2 centimes, sachant que Luc vous dira qu'il a des clients qui ont fait des millions d'étiquettes pour un logo qui avait peut-être coûté un peu plus cher parce que c'était une plus grosse identité. Et donc, ça n'existe même pas, c'est même pas des centimes, c'est même pas des centaines de centimes. Au final, ça fait 1% du prix final pour le client, sachant que c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est sûr qu'avec ce 1% que vous avez investi, vous avez augmenté vos ventes. J'ai pas de chiffre précis, je suis désolé. On a des chiffres précis, des fois, Luc, tu as des retours de certains clients, ou j'en ai eu d'autres, des fois c'est x3, des fois c'est x2, des fois c'est plus 20%, des fois c'est une augmentation de la marge parce qu'ils ont diminué certains coûts en termes de design, un packaging un petit peu moins coûteux. Donc, ça serait dommage de donner des chiffres, mais en tout cas, ça dépendra de ce que vous visez aussi, vous. Le message, chez Wallonie Design, on ne parle pas que du design des étiquettes, nous, c'est tous les designs, comme disait Clio. Le message qu'on voudrait faire passer aujourd'hui, c'est que vous pouvez très bien commencer au tout début avec votre propre étiquette, faire ça, vous mettez votre nom, vous commencez, vous voyez que vous avez des ventes, vous avez un petit marché, vous y arriverez tout seul. Mais il y a un moment, si vous voulez faire quelque chose de plus grand, si vous voulez peut-être en vivre, faire une vraie activité, le design vous permettra d'améliorer cette communication. Et donc ce slide-là, on l'utilise pour tout type de design. Moi, je suis plutôt dans le design industriel à la base. Chez Wallonie Design, c'est exactement le même principe. Quelques exemples. Alors, pour vexer personne, on a été les chercher sur Internet et plutôt en France, parce qu'on va commencer par des exemples qui ne sont pas extraordinaires. Et d'ailleurs, du coup, les photos ne sont pas extraordinaires. Ça va avec. Hein. La ferme de la Charmille, bel étalage. Si je vous le montre et que je reviens en arrière ici, est-ce que quelqu'un a vu ce qu'il y avait comme produit? Non, on n'a pas vu, on n'a pas eu le temps de voir. Pourtant, je l'ai bien laissé 3 secondes. Hein. Et donc, il y a différents produits qu'on va zoomer un petit peu sur le slide suivant. Oui, en prenant le temps, on voit que c'est écrit la ferme de la Charmille, mais sur certains, c'est écrit plutôt en gros que c'est du lait cru. Sur d'autres, c'est écrit avec un pot traditionnel et l'étiquette est dessus. Pour d'autres, ils l'ont mis sur le flanc. Alors, les yaourts, ça peut s'expliquer comme pour le beurre. C'est des emballages qu'ils utilisent de fournisseurs. On peut pas tout inventer. Mais voilà, il n'y a pas d'idée d'image cohérente. Et alors, on parle de grandes et moyennes surfaces pour distribuer vos produits. Mais il faut savoir aussi que quand vous les vendez en direct, ces produits vont chez les consommateurs. Et les consommateurs, ils mettent ce produit-là sur la table. Et ils ont des amis, de la famille, qui voient le produit, qui voient l'étiquette. C'est un vecteur de communication en dehors du réseau traditionnel de distribution qui est super important et qu'on ne pense pas quand on est en circuit court. Parce qu'on se dit, effectivement, moi, mon client, il arrive là, il achète mes yaourts, c'est réglé. Mais sauf que le yaourt, il se retrouve sur sa table après. Donc voilà, c'est un autre moyen de communiquer. Ici, tout vient de la ferme du Moulin.
Mais de temps en temps, il écrit que ça vient de chez François Desfossés. Des fois, il prend plutôt la vache. Des fois, il prend plutôt le moulin. Des fois, il prend juste les taches de la vache. Et donc, on ne voit pas que tout ça vient de la même, du même endroit, du même producteur. Et vous verrez dans les témoignages que savoir que tout vient d'un même producteur, en termes de distribution, ça peut être un atout. À nouveau, là encore, des produits où, voilà, ici, il a utilisé le moulin cette fois. Là, c'est la vache. Voilà. Tout ça, c'était du même producteur. Un petit slide qu'on avait eu, parce qu'on a chez Wallenstein une cellule économie circulaire qui dit qu'effectivement, si on peut éviter l'emballage, évitons l'emballage. Il y a certains produits qui sont protégés naturellement par eux-mêmes. Et il y a des techniques qui permettent de temps en temps de les marquer, comme les œufs. Mais les œufs, si on ne met pas une boîte, ça va être compliqué pour le transport. De bons exemples wallons. Alors, je vais vous faire un avant-après. Ici, c'est Avigoff Maison Valençon. C'est fait par Luc, je pense que tu en parles un petit peu dans ta présentation. Mais je voulais juste vous montrer deux photos. Ici, l'étiquette et tous les produits qui ont été refaits. Ce sont les mêmes employés, les mêmes produits, le même endroit de fabrication, le même réseau de distribution. Tout est identique entre ici et là. Il y a peut-être 6 mois de différence entre les deux. Les ventes augmentent. Il engage. Il était au salon à l'export, Maxime, il n'y a pas très longtemps. Il a racheté une deuxième entreprise, c'est du belge, après avoir acheté Avigoff et l'a transformé en Maison Valençon. Donc, il en est très satisfait. Tout ça avec un bon produit. Il n'a rien inventé de plus. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire maintenant. Il a de l'ambition. C'est packaging en plastique. C'est aussi du design. Mais lui tout seul, distributeur, fabricant, transformateur, il va pas faire de la recherche et développement pour trouver le plastique révolutionnaire. C'est pas dans ses moyens ni dans ses possibilités. Donc il s'attaque à ce qu'il peut, c'est des étiquettes. Et vous voyez qu'on retrouve le logo. Alors il avait un positionnement et tout ça. Je vais laisser plus Luc en parler tout à l'heure. Un deuxième cas que Luc va évoquer, mais là c'est pour montrer l'importance. On est en circuit court, en vente directe, et pourtant l'étiquette est soignée et on voit tout de suite, en étant loin, que voilà, tous les produits de la gamme sont cohérents et viennent du même fabricant. Il ne faut pas négliger la camionnette, hein. C'est quand même un bon moyen de communication. Des moyens aussi assez simples, parce que refaire l'emballage plastique, c'est pas possible. Rajouter un petit fourreau, c'est quelque chose qui est assez accessible pour bon nombre de producteurs. Ici, le fourreau a permis de changer complètement la qualité perçue, en tout cas, du produit, qui est toujours le même produit, hein, pour un investissement qui est relativement abordable. Et donc ça, c'est fait par Adaltera, qui est aussi un designer wallon. Là, c'est pas du bio, c'est pour montrer autre chose. C'est qu'au premier coup d'œil, je reviens en arrière pour voir, juste pour que vous ne l'ayez plus sur les yeux. Au premier coup d'œil, on voyait quand même tout de suite les sardines qui étaient au milieu dans un petit emballage carton. Au niveau développement durable, rajouter un suremballage, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, la réflexion de se faire repérer dans le rayon, c'est quelque chose qui est important. Vous allez, dans les témoignages, on sait qu'ils nous disent qu'il y a beaucoup de produits bio maintenant. Il y a 10-15 ans, vous étiez le seul yaourt, vous étiez le seul fromage. Ici, maintenant, il y a toujours de la concurrence parmi vous, quoi. Je vais vous donner quelques petits exemples d'identité qui nous semblent réussis, qui ont été très réfléchis et dont les clients sont très contents. Les petits producteurs, c'était l'exemple du pot de confiture à 4 septembre. C'est pas très loin dans ma rue, donc ça m'arrange. Toute l'identité, tous les produits, l'identification, ce qu'on avait appelé un peu le storytelling, ça a été évoqué ce matin, raconter un petit peu l'histoire, et on en a parlé ce midi avec la tortue, toute l'histoire autour de pourquoi ça s'appelle de la ferme à la tortue. Identifier les producteurs, les étiquettes, ça a l'air de rien, quoique même sur la photo, ça a l'air, quand vous allez en magasin, elles sont pas toutes posées nickel chrome. C'est pas très grave. On sait que c'est de l'artisanal, mais quand même, ils essayent d'avoir une identité, une information très propre, très claire. Et ça, c'est fait par l'agence Synthèse. Ici, ils ont voulu aussi raconter qu'ils étaient à la fois en circuit court. C'est une minoterie, boulangerie qui distribue ces produits. Vous voyez, les tenues, les photos. Les premières photos que je vous ai montrées, elles étaient un peu jaunes, un peu mal cadrées. Dès qu'on arrive sur des bons produits, les gens associent ça à des belles photos, c'est important aussi. Et j'ai un slide derrière où il y a plein de photos. Ils expliquent un petit peu le parcours de leurs produits. Leur magasin est tout à fait cohérent. Les sachets de papier, la farine. Et on voit bien que c'est pas une multinationale. La façon dont ils ont composé le nom avec l'agence, Champ, pain, ça va du champ directement pour faire le pain.
pas d'esbrouf dans la communication. Donc on n'est pas dans les purées pour être dans les purées, on est dans les purées parce qu'il n'y a que ça à raconter et c'est tout simple. Vous l'avez vu ce matin sur les retours pour le Biofac, le salon à Paris, où dans les nouvelles tendances, on disait tout le monde fait du bio et tout le monde fait du vert ou du jaune, des choses comme ça. Il faut savoir se démarquer. Ici, pour faire les soupes de chez Aroma, ils visaient plutôt une clientèle jeune, alors que la soupe à la base, ça vise plutôt les gens un petit peu qui font attention à leur nourriture et pas les ados de 16 ans. Et dans leur manière de communiquer, forcément, ils vont communiquer d'une autre manière. La typo, les photos, vous voyez la photo en bas à droite, ce sont des jeunes qui sont par terre, on dirait une photo d'Instagram, un petit peu volée, même style presque Polaroid. Le site web, que je suis encore retourné voir si ça n'avait pas évolué, il est toujours cohérent. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est qu'une fois que vous avez une identité, vous devez la faire vivre et qu'elle doit évoluer correctement. Ou de temps en temps, il faut retourner voir le designer 4-5 ans après parce qu'il y a eu des petites dérives. Donc, on peut communiquer en fonction de votre cible d'une manière différente. Un petit focus farine, et il y a certains producteurs qui sont, en tout cas qui étaient là ce matin. Voilà, des farines françaises où l'étiquette est assez classique. Si je passe au slide suivant, personne n'aura vu aucun nom. Il y en a même certains, il faut chercher au moins 10 secondes avant de trouver le nom du fabricant. Ici, on retrouve Cousin, les Grands Blés. Ce matin, il était à l'atelier. Je ne sais pas si la personne des Grands Blés, mais elle était dans un workshop ce matin. Vous allez voir pourquoi c'est aussi important d'avoir une belle identité au-delà de vendre et de promettre. C'est parce que dans la grande distribution, ou même dans la petite distribution, magasin spécialisé, c'est quelque chose qui permet de mieux positionner le produit. Donc voilà, on a interviewé exprès pour vous 2 magasins. Donc Blé en herbe, qui est une petite surface de 150 mètres carrés, et Albinette, qui est sur la province de Liège, le plus gros magasin de produits bio, avec un magasin plutôt en vrac et des magasins plus petits. Et alors, ce qu'il y a à retenir pour ce petit magasin, c'est l'effet de gamme. Il y a un choix énorme, et quand vous venez avec plusieurs produits pour être référencés dans ce magasin, si vous avez un effet de gamme, ça se trouve plus facilement dans le rayon, et aussi pour le magasin, c'est plus intéressant de vendre des choses où on voit qu'il y a un producteur à plusieurs produits. Ça rassure aussi. Et alors chez Albinette, le gérant nous a expliqué aussi qu'eux étaient obligés de communiquer pour les produits bio, et donc ils rajoutent beaucoup d'affiches. On les voit pas bien sur mon exemple, mais j'avais d'autres photos, et j'ai fait ce choix-là par une question de temps aussi, parce qu'il me l'a envoyé un peu plus tard, la photo. Mais il y a 2 choses intéressantes sur la photo. Il y a les affiches que eux rajoutent pour communiquer sur vos produits, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de communication. Alors c'est une communication soit sur un produit d'un producteur, ou une communication sur un rayon. Mais vous pouvez voir qu'il y a un petit détail qui tue en plus, c'est que vous voyez, il y a des cartons de la brasserie de Liège. Vos cartons de distribution, de stockage, ils sont là pour protéger, pour transporter, mais de temps en temps, ils servent aussi de vecteur de communication. Donc pas négliger, ça coûte pas forcément plus cher à certains moments. Alors là, ils sont faits sur mesure, imprimés, mais vous pouvez mettre des stickers ou quoi que ce soit. Ça dépend un petit peu de vos moyens. Mais c'est aussi un moyen de communiquer. Tout le monde ne met pas des cartons dans le rayon. À certains moments, on les voit, ces cartons. Le choix énorme, c'est un peu nouveau pour ce petit magasin. Elle nous disait qu'avant, il y a 10 ans, elle avait un produit de chaque. On va un petit peu vous expliquer en quelques minutes ce que fait Wallonie Design et ce que moi je fais, mais je ne suis pas tout seul dans l'équipe à faire. Voilà, ça c'est Clio, au milieu, elle a un petit peu changé. Ou c'est le dessinateur. Voilà, c'est ça. On est trait d'union entre les entreprises et les designers. On est une ASBL, on n'a aucun intérêt à vous faire travailler plus avec un designer qu'un autre. Et nos services sont gratuits, sauf si vous nous demandez des services sur mesure très spécifiques. Mais globalement, nos services sont gratuits. Et on est là alors on dépend aussi du ministre de l'économie, donc on n'est pas là pour faire dans le culturel. On est là pour que ce soit un moteur de performance. C'est-à-dire que tous les clients qui ont travaillé avec des designers ont augmenté quelque chose dans leur entreprise. Je dis quelque chose parce que ça peut être leur chiffre d'affaires, c'est la satisfaction client, la satisfaction du personnel, une meilleure image et donc un meilleur positionnement ou une meilleure marge. Voilà, il y a plusieurs choses possibles. Ce qu'on fait, et ce que moi je peux faire avec 2-3 de mes collègues chez Wallonie Design, c'est vous recevoir pendant 1 heure. Alors, s'il n'y a rien à voir, on le fait en visio, ça gagne du temps pour tout le monde. S'il faut se déplacer, on se déplace dans toute la Wallonie. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous donner des informations sur le design, en rapport avec votre projet, évidemment. Donc ici, on parle de production bio ou de distribution. On va vous relayer vers des organismes spécifiques. Par exemple, Valérie Cavillot pour tout ce qui est agroalimentaire plus technique.
Nous, on va rester sur la partie design. Donc, dans la partie design, il y a aussi la propriété intellectuelle. Il y a des incitants qui existent, on va les évoquer. Il y a des outils pour se préparer. On peut vous aider aussi à relire votre brief. On ne fera rien pour vous, parce qu'il y a des entreprises privées qui peuvent le faire. Vous pouvez trouver n'importe quel consultant qui va rédiger pour remplir des bourses et tout ça. Nous, on est un organisme public, en tout cas subsidié avec des fonds publics. Donc, on va vous aider à relire, à vous faire des remarques, mais on ne rédigera pas pour vous. Et puis, je pense que c'est pas un bon plan. Si on le fait pour vous, vous ne pourrez pas bien intégrer toute votre demande. On peut vous aider à analyser les offres reçues, parce que des fois, on reçoit 3 offres d'agences de design différentes, avec des prix soit différents, soit similaires, mais des offres un peu différentes, et on est un petit peu perdu. Donc voilà, ce sont des services qu'on peut faire pour vous. On est assez réactif. Moi, je réponds dans les 24 heures, 48 heures, si aujourd'hui, par exemple, je ne réponds pas aux demandes, et encore que. Et le rendez-vous peut se faire dans la semaine ou dans les 2 semaines, pour que vous puissiez avancer, parce qu'on sait que personne n'a de temps à perdre. Dans les aides, alors il y en a une que finalement on ne connaissait pas, mais qui est très intéressante, donc l'aide TCPA. Vous pouvez acheter des machines pour imprimer des étiquettes, vous pouvez faire appel à des designers. Marketing, le design, c'est une des missions du marketing. Moi, j'aime bien un peu différencier le marketing et le design, après, ça c'est mon interprétation. Le marketing vise plutôt le marché, et le design vise les utilisateurs de votre produit. En étant dans les utilisateurs, on est un petit peu plus fin sur les choses que le marketing, c'est pour vendre. Faire du design, c'est pas forcément pour vendre. Ça peut être pour diminuer vos coûts, améliorer votre image, des choses comme ça. C'est ça un petit peu la différence. En tout cas, cette aide est éligible pour vous. Il faut savoir que vous êtes, évidemment, vous le savez, mais nous, on l'a un peu découvert, vous êtes sur un secteur particulier. Vos codes NACE, avec les aides que vous avez, sont quand même un petit peu verrouillés. Il existe une autre aide que nous, on connaît beaucoup chez Wallonie Design et pour lequel je me suis renseigné. Et malheureusement, je l'ai mis en gris. Les codes NACE de la pêche, de l'aquaculture et de la production primaire ne sont pas concernés pour cette aide, c'est une aide qui permet de prendre en charge 50% de l'intervention d'un designer sur votre étiquette ou sur votre identité globalement. Luc est labellisé, mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont labellisés. Mais la plupart d'entre vous avez quand même un code NAS, je pense, dans la transformation. Ouais, mais alors voilà, tu vois, il y a 50% qu'il faut... Oui, mais c'est ça. Voilà. En tout cas, Valérie, là-dessus, sur tout ces choses-là, elle est un petit peu plus pointue que nous. Et il y a un autre chèque qui est la consultance export, c'est si vous voulez exporter. Je dis pas si vous exportez, je dis si vous voulez exporter. Donc c'est une intention avec vous visez certains marchés et que vous voulez refaire un design déjà existant de votre produit, de votre identité, de votre étiquette, tout ça. Alors là, c'est la WEX qui peut vous octroyer à nouveau 50%. Et là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de problème de code NACE. Et là aussi, on a des designers labellisés, dont Luc. Voilà, le dernier slide. Cette fois-ci, c'est une vraie photo. C'est pas des photos de gens qui n'existent pas. Comme le disait Clio, on a plein de produits de qualité et bio à commercialiser en Wallonie. Des designers compétents, on en a. Nous, on a un database. Le but n'est pas seulement d'avoir un database et de vous filer des listes. C'est que moi, j'adapte la liste. Je vous donne 3, 5, 6 noms de gens que je connais pour la plupart. Alors, je ne connais pas tous les graphistes, il y en a plusieurs centaines en Wallonie. Les designers industriels, je les connais, les designers d'espace, je connais, les designers graphiques, il y en a quand même beaucoup. Mais ceux qui travaillent le plus, on les connaît bien. Et donc, on essaye de matcher et de vous faire des propositions de designers qui vont bien comprendre votre demande. Après, vous en connaissez peut-être de votre côté. Voilà, faut mettre tout le monde en concurrence. On a des fois des bonnes surprises. J'ai encore eu des retours d'une porteuse de projet qui m'a dit « J'ai pas choisi finalement l'agence que je pensais grâce à vous » et elle en est très contente. Nous, vous devez définir votre besoin. Et là, on peut vous aider. Et surtout, on va vous aider à préparer votre brief. Parce que si vous avez un mauvais brief, vous aurez un mauvais design derrière. Et donc, souvent, des fois, on dit, c'est quoi ce design? Peut-être que la mission qui a été confiée au designer n'était peut-être pas assez claire ou pas assez précise, quelque chose comme ça. Et puis, on va vous renseigner ou on va voir avec vous quelles sont les aides et les organismes qui peuvent vous aider. Voilà pour moi. Et alors, voilà, il y aura Clio et moi en partie tout à l'heure au speed meeting. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Ah oui, comme ça, c'est pas le temps. Bonjour à tous, mon nom est Luc Van Den Steen. Je dirige l'agence Ex Nihilo maintenant depuis 31 ans. J'ai un parcours qui est un petit peu atypique parce que je vous rejoins sur certains points, en tout cas pour quelques-uns d'entre vous, puisque j'ai été aussi propriétaire d'une ferme
d'élevage pendant 15 ans avec mon épouse, où on élevait des blancs bleus, 160 têtes de blancs bleus. Et donc voilà, et je menais de front à la fois mon métier de designer et mon métier d'éleveur. C'est quand même un parcours un peu spécial. Aujourd'hui, j'ai une 3e casquette, je m'occupe de la fédération de skate en Wallonie, et donc j'essaye de faire des skateparks en Wallonie qui tiennent un peu la route. Voilà, voilà. Alors tout ça, c'est effectivement une question d'étiquette. Comme Clio le disait si bien tout à l'heure, l'étiquette qui est sur votre produit, c'est en général le premier contact que le consommateur va avoir avec le produit, avant d'ouvrir le bocal ou l'emballage. Et c'est aussi souvent le dernier contact qu'il va avoir avec votre produit, puisque à un moment donné, il va prendre cet emballage et le recycler s'il est un petit peu conscient. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Je me suis amusé avec ChatGPT tout à l'heure en me disant, tiens, c'est quoi une bonne étiquette? Alors c'est assez marrant parce que dans la liste des éléments à intégrer dans une étiquette, et donc la conformité légale, la clarté, etc., en 9e position, il y avait 10 positions, il y avait 10 points, il parlait d'un design attractif. Et effectivement, moi je me rends compte, depuis maintenant 31 ans, que lorsque l'on a une identité qui fonctionne bien, qui est lisible, qui est agréable à voir, eh bien les produits se vendent mieux. Et je ne suis pas le seul, puisque effectivement nos clients nous font confiance et nous permettent de développer toutes sortes de produits dans l'agroalimentaire, mais pas que, puisqu'on travaille aussi pour des musées. Mais moi j'ai une petite passion pour l'agroalimentaire, parce que je suis un peu tombé dedans quand j'ai fait un stage chez Design Board. J'ai eu l'occasion de faire l'étiquette de la bière Jupiler. Alors ça pour moi j'étais sorti de l'école quoi, hein, donc j'avais encore un peu de lait au bout du nez et je me suis dit waouh, ça c'est vraiment une belle occasion. Et puis une autre occasion, j'ai fait tous les emballages d'M&M's et de Bounty pour le monde entier. Et donc c'est vraiment devenu une passion pour moi. Travailler dans l'agroalimentaire, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Alors j'ai quitté Design Board une année après parce que je me suis dit tiens, puisque je le fais pour eux, je peux le faire pour d'autres et je peux le faire surtout pour moi. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé Ex Nihilo. Et ici, vous avez quelques exemples de produits agroalimentaires, mais pas que. Alors, je travaille beaucoup dans le secteur des boissons, bière notamment, mais aussi dans le vin, dans la farine, dans la moutarde. Vous connaissez tous la fameuse marque Bister. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant, mais c'est quelque chose qui a effectivement beaucoup de contraintes. Parce qu'on est dans un métier qui est à la fois artistique, mais aussi extrêmement technique. Et en fait, j'aime bien me faire appeler Huggy, parce que quand vous arrivez en tant que client chez nous, vous n'avez pas toujours conscience de tout ce que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir étiqueter correctement votre produit. Alors la première question, c'est qu'est-ce qu'on va emballer ? Est-ce que c'est de la viande ? Est-ce que ce sont des bonbons, des biscuits, du vin ? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est surgelé ou pas? Comment on va l'emballer? C'est quoi le récipient, le contenant? C'est du plastique, c'est du verre? C'est recyclable, c'est pas recyclable? Donc ça, ce sont vraiment des questions. Parfois, nos clients arrivent et ils ne savent pas du tout. Ils n'ont pas d'idée. Tiens, ils ne sont même pas posé la question. Comment est-ce qu'on va le distribuer? J'ai eu un cas un peu dramatique comme ça avec un producteur de miel. On fait une étiquette. Alors pour moi, dans ma tête, j'envoie ma production et l'étiquette sera vernie forcément. Il y a un vernis de protection sur une étiquette. Et puis il livre ses premiers pots de miel et il me dit, mais Luc, il y a un gros problème, il y a du scaving. Un scaving, c'est quand vous avez deux étiquettes qui se frottent l'une contre l'autre. Et alors vos étiquettes, en fait, elles ne sont plus très belles, elles ne sont pas vendables, en fait. Et donc on a vraiment eu un problème à ce niveau-là. Et donc la distribution, la manière dont ça va être distribué, donc conditionner, est-ce qu'on va mettre ça dans une caisse de groupage, est-ce qu'on va mettre des croisillons, c'est quelque chose d'hyper important. Ben ça, il faut y penser. Et effectivement, quand on vient dans une agence, on pense à ça. Qu'est-ce qu'on va avoir comme type d'étiquette? Est-ce qu'on va avoir une étiquette autocollante ou à coller? Alors l'étiquette autocollante, c'est ce qu'il y a de plus facile. Quoique, parce que dans les types de colle, il y a encore plein de choses très différentes. Des étiquettes qui résistent à la chaleur, au froid, à l'humidité. Des étiquettes qu'on appelle frigo-fiables. Si vous faites du yogourt et que vous mettez une étiquette qui n'est pas frigo-fiable, votre étiquette, elle se barre et votre consommateur, quand il arrive devant le rayon, il trouve un pot blanc.
Donc voilà. Les fameuses étiquettes Ice Bucket Proof. Donc ça, c'est vraiment quand vous faites du vin, et il y a de plus en plus de producteurs de vin et de pétillants, de vin effervescent en Wallonie. Ben c'est très 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 complexe de trouver une étiquette qui colle bien à la bouteille une fois qu'on l'a laissée pendant 1 heure ou 2 dans un seau à glace. C'est toutes des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'on va faire une finition spéciale sur l'étiquette? Est-ce qu'on va lui apporter des embellissements? Embellissement de la dorure à chaud, de l'embossage, que sais-je. Toutes des choses qui vont faire qu'en fait le consommateur va se dire « Waouh, ce produit-là, je le vois, je le veux, je le prends ». Et ça va très très vite. Hein. Dans un rayon d'un magasin, le déclic, c'est en moins de 3 secondes. Hein. Comment on va imprimer aussi? Est-ce que je vais imprimer tout seul parce que je suis un tout petit producteur et donc je vais m'acheter une petite machine de bureau et que je vais faire pré-imprimer une partie de mes étiquettes et puis repiquer avec du noir pour mettre le nom du produit? Ou est-ce que je vais passer par un imprimeur? C'est une question vraiment hyper importante. Il y a une rationalisation aussi. Si je fais 5 produits différents, est-ce que je vais essayer de trouver 5 emballages identiques ou est-ce que je vais prendre 5 emballages différents? Et ça va avoir un impact sur le coût marginal dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, si vous achetez plus de pots ou de conserves, votre coût marginal va baisser puisque vous allez acheter de plus grosses quantités. Et puis enfin, il y a une chose qui est hyper importante en packaging, c'est le prototypage. Si à un moment donné, lorsque vous faites votre étude avec votre designer, vous ne vous dites pas « je vais essayer » pour voir ce que ça donne, parce que voir sur écran c'est une chose, mais voir en vrai, l'avoir en main et faire le processus, vraiment, hein, de se dire « je vais prendre ma bouteille, je vais la remplir, je vais mettre le bouchon, je vais mettre l'étiquette dessus », si je ne fais pas ça, eh bien souvent, très souvent, j'ai des blagues. Pas plus tard qu'hier, j'ai un de mes producteurs qui avait commandé une palette de bouteilles. Alors il s'avère que la bouteille est légèrement conique. Quand vous regardez cette bouteille sur un écran du vendeur Vetroelite, vous ne voyez pas que cette bouteille est légèrement conique. Ben, ça pose un gros problème, parce qu'en fait, son étiqueteuse n'est pas capable de placer une étiquette correctement sur cette bouteille. Et donc, heureusement, on a reçu des échantillons, heureusement, on a fait le test, et heureusement, on a pu changer notre fusil d'épaule et commander une autre bouteille. Sinon, on se retrouvait avec des palettes plus ou moins 5 à 6 000 bouteilles dont on n'aurait rien pu faire, à part les revendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en passant par une agence, nous, on va vous poser des questions, si vous ne vous les posez pas, on va vous poser ces questions-là pour savoir ce qu'on va faire ensemble, ne fût-ce qu'au niveau technique. Après, effectivement, il y a toute la partie artistique. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Alors, une chose qui est hyper importante, effectivement, aujourd'hui dans le design et dans l'étiquetage, c'est le type de papier qu'on va utiliser. Non seulement, d'un côté, pour l'aspect, cosmétique du papier, ses textures, est-ce que c'est un papier mat, brillant, métallique, couché ou non couché? Est-ce que c'est du craft, pour donner un côté artisanal, c'est sympa? Est-ce que ça s'imprime bien? Est-ce que ça se colle bien? C'est des questions à se poser. Papier texturé. Et puis, il y a des papiers avec des propriétés, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des papiers qui permettent d'ouvrir et de refermer un emballage. On a des papiers grease-proof qui empêchent effectivement les migrations de graisse sur le papier. Donc d'avoir une étiquette, si on a une bouteille d'huile, par exemple, d'huile d'olive, s'il y a un peu d'huile qui coule dessus, est-ce que l'étiquette devient moche au bout de 2 utilisations ou est-ce qu'elle reste belle pendant toute l'utilisation du produit? C'est hyper important. Quand vous avez une bouteille qui est sale dans votre armoire, vous n'avez plus envie de la prendre à un moment donné. Les papiers remove. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on a des problèmes dans la gestion du déchet sur la manière de trier ces déchets. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des emballages qui sont voire tricomposés. Et donc, quand on ne sait pas retirer une étiquette d'un emballage, eh bien, tout simplement, l'emballage n'est pas recyclé. Et donc, d'avoir des solutions où on peut retirer l'étiquette, ça peut être une solution. Il y a ça sur certaines canettes, sur certains yogourts.
j'ai travaillé pour un yogourt, je pense qu'on le voyait au tout début, Root. Là, on a fait non pas une étiquette, mais un carton qui vient sur un opercule en PET. Eh bien, ce carton se déchire et quand le consommateur a fini de manger son yogourt, il retire le carton, il met le carton dans les cartons, le plastique dans les plastiques et le tour est joué. Alors, il y a des conditions spéciales, effectivement, frigo, chaleur, humidité, comme je le disais. Prenez une bouteille de champagne, vous la mettez dans un seau à glace, il faut que l'étiquette reste sur la bouteille un temps certain. Alors, il y a l'impression. C'est pas un vrai site, hein. C'est pour vous dire qu'il y a moyen d'imprimer de mille et une façons différentes. Et effectivement, grosso modo, il y a trois orientations. Soit vous achetez une imprimante de bureau, vous imprimez vous-même. Moi, je ne recommande pas ça, parce qu'en général, la qualité d'impression n'est pas toujours top, et les consommables coûtent très très cher. D'autant plus, il va toujours arriver un moment où vous allez avoir une cartouche qui vous manque, il va falloir la commander, elle sera peut-être plus en stock, enfin bref, c'est un peu galère. L'autre manière de travailler, c'est de travailler, on dit, en chambre, et donc c'est de travailler avec un imprimeur qui va travailler de manière totalement dédiée pour vous. Et ça, c'est ce qui est le nec plus ultra, mais c'est ce qui est le plus cher aussi. Parce qu'effectivement, si je vais imprimer des étiquettes pour Saint-Feuillin chez Interlabel, j'arrive chez lui et on n'imprime que des étiquettes de Saint-Feuillin et on va vérifier que les couleurs correspondent bien à ce qu'on a décidé pour avoir une gamme constante d'impression et que le consommateur, quand il se trouve dans un rayon à un temps X ou à un temps Y, ne se retrouve pas avec deux couleurs d'étiquettes différentes. Donc il y a une grande stabilité dans la production qu'on peut faire en chambre. En général, toutes les grosses entreprises travaillent comme cela. L'autre manière de travailler et qui va vous permettre de faire des fameuses économies, c'est de travailler en régie. Je n'ai pas cité de site aujourd'hui, ce n'est pas le propos, mais effectivement, si vous tapez impression étiquette en ligne, vous allez en trouver une pléthore assez incroyable. Et là, en fait, ça va vous permettre d'imprimer des étiquettes de qualité, un peu moindre que ce que vous avez en chambre, puisque vous n'allez pas pouvoir aller assister à l'impression, il n'y aura pas de BAT suivi par vous-même ou par votre graphiste. BAT, ça veut dire bon à tirer. Mais c'est important, effectivement. Et donc voilà. Et alors ces gens-là, tous les deux peuvent travailler avec des techniques d'impression très très différentes, à savoir le digital, l'offset et l'hélio. Le digital, c'est vraiment une énorme révolution aujourd'hui dans le secteur et surtout pour les PME, parce que ça nous permet de faire des toutes petites productions, voire des micro-productions, avec une qualité, j'ai envie de dire, presque plus haute que de l'offset traditionnel. Aujourd'hui, on a des presses, vous pouvez retenir ce nom, c'est un nom important, c'est Indigo, presse Indigo. C'est une presse digitale qui peut imprimer quasiment tout, sur tout type de support, que ce soit du papier ou du PET, et avec laquelle, derrière, on peut faire de l'embellissement, c'est-à-dire que l'on repasse le papier sur d'autres presses qui vont embosser, mettre de la dorure à chaud, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et aujourd'hui, dans le digital, il y a des nouvelles solutions qui sont apparues il y a 2 ou 3 ans sur le marché qui commencent à se développer, et notamment l'impression digitale directement sur le verre. Donc, vous pouvez prendre un bocal et imprimer directement sur ce bocal avec une encre qui va rester sur le bocal. C'est pas que quand vous allez la gratter, elle va partir, ça reste. Vous pouvez même imprimer des canettes. Il y a beaucoup de microbrasseries qui sont ouvertes en Belgique. C'était un gros problème de leur trouver, de trouver la capacité de produire des petites quantités de canettes. Aujourd'hui, vous pouvez très bien demander à un imprimeur de vous imprimer 1000, 1500, 3000 canettes. Avant, on partait sur des quantités de 300 000 à 500 000 unités. Donc c'est vraiment des choses qui ont vraiment évolué dans le marché. L'offset, ça reste très bien. L'hélio, c'est vraiment pour les très gros industriels, des Ferrero, des gens comme ça, qui font de la masse production. Et donc ça ne vous concerne a priori pas. Non, pas encore. Ben, j'ai pas envie qu'ils aillent vers ça, donc non. Alors vous avez dit bad design. Est-ce que quand on fait du bio, est-ce qu'on doit absolument avoir une moche étiquette Telle est la question.
Alors moi j'aime bien me balader dans les magasins. D'ailleurs, je dis toujours je travaille tout le temps, mais c'est pas du travail, c'est parce que j'adore ça. Et quand je me balade dans les magasins, je regarde les choses et je regarde les emballages, je regarde les tendances, je regarde les couleurs, je regarde ce qui se passe au niveau du chocolat, j'adore ça. Et puis je vois plein de choses qui m'intéressent et d'autres qui m'intéressent moins. Une réflexion que je me suis faite, c'est que quand même, allez, le bio, ça fait quoi 20-30 ans que c'est sur le marché. En 10 ans, ça a vraiment été une révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit bio, ben, ça peut être ça. C'est un produit bio. Mais ils ont pensé à développer un design qui était sympa, qui était agréable à l'œil. C'est une marque anglaise, hein, ils ont commencé à Londres il y a quelques années. Et maintenant, ils sont partout. C'est plus une PME, ça c'est clair. Mais ils ont quand même réussi à développer quelque chose de vraiment sympa. Et donc ça attire et ça vend, forcément. Donc voilà. Alors maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà un exercice qu'on vient de faire pour la cuvée des jonquilles. Je travaille pour Xavier Bayeux depuis maintenant une douzaine d'années. Et Xavier, c'est son fer de lance, la jonquille. C'est la bière qu'il vend le plus. Et changer d'étiquette pour lui, c'était dramatique. Mais vraiment, c'est un problème psychologique. Hein. On a installé un canapé à l'agence, il s'est allongé, on a parlé de longues heures. Et finalement, au bout de 12 ans, parce que ça fait 12 ans que je lui en parle, on vient de faire ceci. Et donc, vous voyez, il y a du changement, mais pas trop en fait. Pas trop. C'est juste un petit peu mieux. Et bon, on espère qu'il va vendre un petit peu plus. Voilà. Alors, ça, ce sont des exemples de lifting qu'on a réalisés, notamment pour Bister, en tout cas Bister France. Mais vous voyez, en fait, ils reprenaient les codes de la moutarde Bister avec les petits triangles. Ça ne correspondait pas trop au produit. Ils voulaient le changer, mais pas trop non plus. Donc, on est vraiment dans le lifting. C'est de la chirurgie. Hein. Il faut que ça se voit, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas faire peur aux consommateurs, surtout. Et c'est important. Je le dis un peu en rigolant, mais c'est vrai. Ah, ça, c'est un cas d'école. Fabienne Bister. Il a fallu 6 ans pour rentrer chez elle. Une fois par la fenêtre, une fois par la porte, de derrière, de devant. Enfin, bref, c'était vraiment très difficile. 6 mois d'études pour faire le projet. En fait, tout ce qu'on a fait, c'est garder l'ADN de la marque. Le pot, hein, forme de grenade, les couleurs, les structures de marque, plus ou moins, en tout cas les logos. Vous voyez, entre le logo qui est ici et le logo qui est là-bas, c'est la même typo. On a juste fait en sorte que ce soit un petit peu plus concis, enfin mieux dessiné, mieux proportionné. On a rajeuni un petit peu avec une moutarde, le nom moutarde, mustard, avec une typo manuaire qui fait un peu plus proche du consommateur, hein, un petit peu moins froid. Et on a mis cette petite bande rouge qui nous a permis de développer une gamme en fait derrière. Donc on a développé la mayonnaise, etc. Ah, ça c'est aussi un cas d'école. Couilles de singe, c'est pour les Liégeois ça. À Liège, les couilles de singe c'est les bonbons, je suis très sûr. Marc Piquet m'appelle, il me dit « Ouais Luc, il faudrait que tu refasses la bouteille de couilles de singe, ça ne marche plus, on a pas mal de concurrents, Woodberries, etc. etc. Il faut vraiment faire quelque chose. » Et donc, voilà ce qu'on a fait. Alors là, pour le coup, on a fait 2 choses. On a augmenté les ventes, on est passé de 100 000 unités à 300 000. Et on a diminué les coûts de production, parce qu'on était en quadrille d'un côté et là on était en 2 couleurs. Et ça, c'est intéressant pour le client. Saint-Feuillin, ça c'est une étiquette à droite qui a maintenant 13 ans. On est seulement en train de la changer. Donc quand on parlait de coût marginal tout à l'heure, et quand on parlait de millions d'étiquettes produites, je peux vous dire le budget, hein, c'est 25 000 €. Ça ne va rien vous dire en fait, 25 000 €, parce que ça ne représente rien dans votre tête. Vous ne savez pas le travail qui a été réalisé derrière. Les 25 000 €, c'est quoi? C'est redessiner le logo, développer la gamme complète, c'est-à-dire les bouteilles 33, 75, 1,5 litre, faire toute la PLV pour les magasins, c'est-à-dire les clips 4 bouteilles, les clips 6 bouteilles, les stands, enfin voilà, donc c'est beaucoup de travail pour ce budget. Mais néanmoins, 25 000 € il y a 13 ans, et l'étiquette est toujours là. Donc ça veut dire que le coût marginal de cette étiquette, peanuts. Par contre, ils en ont vendu beaucoup plus grâce à l'étiquette. Et pourquoi?
notamment pour un aspect physique de l'étiquette, parce que d'un côté, on avait une étiquette métallique, et donc dans le magasin, quand on passait avec les mauvaises lumières des magasins, on ne la voyait pas, en tout cas elle ne sortait pas du lot. Et de l'autre côté, on a une étiquette beaucoup plus basique, mais qui se voit et qui se lit. Comme dit Madame Friard, pas vu, pas bu. Ah, faire une gamme. Ça c'est, enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus plaisant, effectivement, c'est de développer des gammes de produits. Je trouve ça assez sympa de trouver des mécanismes. Et alors, on a eu la chance de travailler avec l'atelier Constant Berger. Et c'est assez significatif là, parce qu'on a en fait 3 produits dans la gamme qui sont totalement différents. On a la base des jus, des alcools et un cidre. Mais vous voyez qu'on a gardé une structure de marque identique avec ce petit triangle. C'est assez audacieux hein, parce que c'est un design pas vu. En tout cas, jamais vu en Belgique, en Angleterre, j'ai pas vu non plus, aux États-Unis, au Japon non plus. Donc c'est assez audacieux, c'est quand même quelque chose d'un petit peu proche de l'héraldique, comme ça. C'est une marque forte et ça fonctionne très bien. Et donc ça permet de rationaliser aussi les coûts sur le développement du design en fait. Puisqu'effectivement, nous on s'est dit, ben voilà, on a notre structure. Si vous êtes d'accord, sur les eaux de vie, on va mettre des illustrations un petit peu à l'ancienne, style herbier. Sur les jus de fruits, on reste avec des codes couleurs en fonction des fruits. Et sur le cidre, on va venir avec un petit morceau de votre oiseau qu'on reprend. On fait une signature et c'est tout. On travaille avec un beau papier et ça fonctionne super bien. Et là-dessus, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que le graphiste, Luc, n'a pas créé le logo, par exemple. Ouais. Donc, c'est une entreprise qui avait déjà un logo, et donc un autre graphiste peut venir et poursuivre le travail qui a déjà été initié. Tout à fait. Complètement. Ça va, cousin. Alors ça, c'est un projet qui me tenait à cœur. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai été éleveur pendant 15-16 ans. Mais mon fils est tombé dedans. Et en fait, à l'âge de 20 ans, il est venu me trouver en me disant « Papa, avec Louis, on va acheter un moulin. Et puisqu'on est agriculteur et qu'on cultive notre blé, on va faire de la farine et on va faire des pâtes. » Il dit « Super, et comment vous allez appeler ça ?»« Ah, je sais pas. » Et donc moi je lui dis ben, « Cousin, tout simplement. » Et donc, voilà, ça a été un long parcours. Ils sont partis à 2 en bagnole, donc 20 et 23 ans quand même. Ils ont été dans le sud de la France, ils ont été voir le moulin, ils l'ont acheté, ils l'ont ramené, ils ont construit leur installation à 2 dans la grange familiale et ils ont développé leur marque. Et aujourd'hui, ça cartonne. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est toute l'étude, parce que moi, j'avais jamais fait d'emballage de pâtes, ni de farine d'ailleurs. Et donc, j'ai dû trouver les fournisseurs qui étaient capables de me faire les sachets. Et la première fois qu'on a développé cette marque, en fait, on a travaillé avec une méthode assez classique. C'est qu'on a pris des sachets existants. Et on a simplement imprimé des étiquettes qu'on est venu coller sur les emballages. Et ce qui nous a permis aussi, notamment pour les farines, de faire des étiquettes avec des cases à cocher, puisque ce sont des petites productions. Vous voyez ici, on est sur une farine d'épeautre, semi-complète, on est en 1 kg. Ils prennent la même étiquette sur un pack de 3 kg et sur un pack de 5 kg. Économie d'échelle, forcément, puisqu'on n'imprime qu'une seule étiquette. Et donc, c'est tout bénéfice. Partir à point. Je crois que c'est important, en fait, quand on développe une marque. On peut faire des erreurs au début, je pense que ça arrive à tout le monde et c'est normal. Par contre, effectivement, se dire, dès le départ, on va avoir une réflexion si on veut lancer un nouveau projet, une nouvelle marque, un nouveau service, que sais-je. Se dire, tiens, on va mettre dans notre business plan un petit peu de budget pour développer quelque chose de cohérent au niveau visuel, eh bien, ça va permettre d'aller un peu plus vite que si on commence à faire son petit logo soi-même de ce côté et de le faire peut-être maladroitement, tout simplement. Et donc effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé ici, avec la ferme de la Tortue. Bien, Mathieu nous a contactés, il avait un logo, le logo que vous avez à gauche.
Et puis, on a fait un lifting. Voilà. Et donc, grosso modo, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, nous, on lit de gauche à droite, l'avenir, c'est par là. Donc, on a retourné la tortue, on a changé un peu son design, on lui a mis un petit sourire parce que, ils sont sympas, la ferme de la tortue. Je suis d'accord. Ouais. Et puis, on a changé la typo pour rendre un peu plus de lisibilité et d'impact. Et puis, tout simplement, on a développé l'ensemble des logos dans les différentes formes. On a mis la baseline que Mathieu avait créée, effectivement, en prenant le temps de bien manger, ce qui a du sens. Finalement, il crée son storytelling directement dans sa baseline. Il cultive en respectant les saisons, en respectant la nature, la terre, les animaux. Voilà. Et ensuite, on a développé une toute petite charte graphique, parce qu'en fait, le but de Mathieu, c'est de pouvoir être autonome. Et à un moment donné, de se dire, moi, je vais faire les feeds pour mon Instagram, les feeds pour mon Facebook, et avec la matière que tu vas me donner, ce que tu as développé, je vais pouvoir me débrouiller. Donc effectivement, on a fait des structures, c'est peut-être plus facile comme ça, des structures pour une fois faire une annonce sur la récolte des courgettes, je ne dis pas de bêtises, une fois pour de la vente, une fois pour le légume du mois, une fois pour une recette. Et donc on a des canevas comme ça, qui sont prêts. Il faut juste changer les photos et les textes. Alors quand je dis juste, là c'est Mathieu qui va intervenir parce que c'est pas juste en fait. Il faut bosser. Je te laisse la parole, Mathieu. Oui, donc juste utiliser le logo, c'est pas si facile. Donc j'avais demandé à Luc de me trouver quelque chose qui soit uni et qui me permette d'être reconnaissable sur les réseaux. Parce que si on est 3 secondes devant un rayon pour choisir un produit, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, voire moins quand ça défile. Et quand on a, vous connaissez Facebook, mais quand on est intéressé par 2-3 choses, c'est toujours la même chose qui revient. Donc si on est intéressé par des produits locaux ou par des maraîchers, dans son fil, forcément, il y a toujours les produits locaux et les maraîchers qui reviennent. Et je voulais que quand on voit une photo de mes légumes, on sache que ce sont mes légumes qui sont là et pas ceux de quelqu'un d'autre. Où les gens puissent identifier clairement que ça vienne de moi. Donc ça, c'était l'objectif principal, avec la contrainte de temps, de dire, en fait, j'ai pas le temps, même si j'aimerais bien pouvoir dessiner un logo et faire ça, je n'ai ni les compétences et ni le temps de le faire, et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Luc. Après, j'ai ce matériel-là depuis à peu près 1 an maintenant. Donc, pour vous dire, il y a quand même, ce matin, j'étais à l'atelier des réseaux sociaux, et c'est vrai qu'il faut pas sous-estimer le temps qu'on a besoin pour mettre en place un marketing. On a toutes les bonnes intentions de dire, en fait, je veux quelque chose d'uni, je veux faire autant de publications, etc. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas si on ne le projette pas dans un agenda en disant, le lundi matin, je vais le faire de telle heure à telle heure. Et si on ne se fait pas aider également par d'autres personnes, même pour la conception de certaines images ou même pour la prise de photos. Moi, il y a 3 employés à la ferme et je pense de plus en plus à demander à mes employés de prendre des photos quand ils sont occupés à faire des choses pour que je ne doive pas venir prendre la photo. Ça m'est déjà arrivé de dire déplante vite un légume, on va le replanter. Pour faire une photo. Mais alors que si ça devient une espèce d'habitude qu'on peut prendre, j'ai l'impression que ça peut nous aider pour notre, dans une vie bien occupée, on va dire, quoi. Et là, on voit notre projet au départ, c'est du maraîchage, et puis on a évolué un peu par goût des choses nouvelles pour ma part et des nouveaux projets, et un peu par nécessité économique aussi de stabiliser mon revenu et de me permettre d'avoir des employés, une entreprise qui soit un peu plus stable et moins dépendante du temps. Et donc, on a construit 4 poulaillers pour proposer du poulet abattu aux gens. 2 fois par mois, à la ferme, en vente directe uniquement. Et vu que la relation autour de la conception du logo s'était bien passée, en fait, j'ai l'impression qu'un des points importants, c'est de se sentir écouté, de dire voilà, moi, j'ai besoin de ça, voilà quelle est ma ferme. Et ça, Luc, il l'a bien fait. Ça a commencé par des questions et par une présentation où lui s'intéressait à ce qui nous fait vivre et à notre projet. Et puis après, à partir de là, il a travaillé. Donc quand il disait, je ne sais plus qui était allongé sur un canapé pour avoir un accompagnement psychologique pour changer de logo, j'ai vécu un petit peu la même chose, mais il m'a pas fallu 6 mois. Et donc c'était tout naturellement que je lui ai demandé pour un peu développer ce nouveau marché chez nous,
de nous faire un logo et donc un track publicitaire pour en faire un tout de boîte. Et donc c'est lui qui nous a créé ça et voilà, avec la phrase d'accroche chez nous les poulets sont bien élevés, bonjour mesdames et messieurs. Et donc finalement ça sort de l'ordinaire. On l'a lancé juste dans 2 villages actuellement et on a des très bons retours déjà. Donc voilà, c'est une chouette collaboration que j'espère poursuivre. Maintenant il doit s'occuper de mon site web et